J'ai découvert que ma femme avait un deuxième profil sur les réseaux sociaux. Et là-bas, elle se faisait passer pour une femme célibataire, sans enfant. C'était le même prénom, la même photo, mais avec un autre nom de famille. Sur ce profil, elle disait être célibataire, sans enfant, vivant dans une autre ville. Toutes les photos semblaient soigneusement retouchées, sans son alliance, sans notre fille, sans aucune trace de notre vie ensemble. Le plus effrayant, c'était de voir que ce profil avait des centaines d'abonnés, des hommes. Et elle leur répondait avec une légèreté et une assurance que je n'avais pas vues depuis longtemps à la maison. J'étais dans le salon, un samedi matin. Ma fille regardait des dessins animés, ma femme préparait le petit déjeuner. Rien d'anormal. J'ai pris mon téléphone pour vérifier une notification, et c'est là que tout a commencé. Un ami m'avait envoyé un message avec juste une phrase. « C'est pas ta femme, ça ?» Et une capture d'écran. J'ai d'abord cru à une blague. Mais en ouvrant la photo, j'ai senti mon estomac se contracter. C'était bien elle. Même sourire, même regard, la même mèche de cheveux qu'elle repoussait toujours derrière son oreille, sauf qu'à côté de son prénom, il y avait un autre nom, et dans la description, elle disait être célibataire, vivant à Phoenix, sans enfant. J'ai cliqué sur le lien du profil. Tout était public. Des photos récentes, prises dans notre maison, mais toujours cadrées pour qu'on ne voit rien de personnel. Pas de jouets, pas de photos de famille, rien. Même son alliance avait disparu. Chaque image semblait pensée, presque professionnelle. J'ai senti la chaleur me monter au visage. Mon cœur battait si vite que j'avais du mal à respirer. J'ai fait défiler les publications, incapable de m'arrêter. Elle répondait à des hommes, des inconnus, avec une légèreté que je ne reconnaissais plus. Des emojis, des compliments, des phrases que je n'aurais jamais imaginé lire venant d'elle. Je l'ai observée dans la cuisine. Elle chantonnait doucement, comme si de rien n'était. Ce contraste me rendait fou. J'ai ressenti un mélange de dégoût, de colère et d'incompréhension. Pourquoi ferait-elle ça? Était-ce un jeu, une sorte d'échappatoire? Ou bien quelque chose de plus grave? J'ai décidé de ne rien dire sur le moment. Je voulais comprendre avant d'accuser. J'ai enregistré le lien du profil et j'ai commencé à creuser. Plus j'avançais, plus les détails me perturbaient. Sur certaines photos, je reconnaissais les vêtements qu'elle portait à la maison. Le mur derrière elle, c'était clairement celui de notre chambre. Une autre photo, prise dans la voiture, la nôtre. Ce qui me glaçait le sang, c'était la cohérence du mensonge. Ce profil existait depuis des mois. Il y avait des stories, des publications datées, des conversations entières avec des hommes. Elle racontait sa vie dans une autre ville, son nouveau départ, son indépendance retrouvée. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle avait trouvé le temps de faire ça. Entre le travail, notre fille, la maison, tout semblait normal. Mais maintenant, je me demandais si chaque fois qu'elle disait « je suis fatiguée » ou « je sors faire des courses », ce n'était pas une excuse pour alimenter ce mensonge. Je ne dormais plus. Les jours suivants, j'ai continué à surveiller ce profil. Chaque publication me donnait un peu plus envie de vomir. Elle y paraissait plus vivante que jamais, rieuse, séduisante, libre, et moi, je me sentais comme un figurant dans une vie parallèle qu'elle avait effacée. Un soir, elle est rentrée tard du travail. J'étais dans le salon, les yeux fixés sur la porte. Quand elle est entrée, elle m'a souri comme si tout allait bien. J'ai voulu lui demander directement, mais les mots sont restés coincés. Elle a remarqué mon silence. « Quelque chose ne va pas ?» J'ai juste répondu « Non, je suis fatigué. » Je crois que j'avais peur, pas seulement de la vérité, mais de la possibilité qu'elle ne ressente plus rien pour moi. Le lendemain, j'ai créé un faux profil. J'ai utilisé une photo trouvée en ligne, un prénom banal. J'ai commencé à suivre son autre compte. Elle m'a accepté en quelques heures. Voir à quel point elle interagissait avec moi, enfin, avec cet inconnu que j'étais censé être, m'a donné la nausée. Elle me posait des questions, riait à mes réponses, me complimentait. C'était comme la voir avec un autre homme sans qu'elle sache que c'était moi. Chaque message me blessait un peu plus. Et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Un soir, elle m'a écrit, ou plutôt, elle a écrit à lui. « Je crois que je commence à apprécier te parler. Tu es différent. » Je suis resté là, devant l'écran, les mains tremblantes. Je l'aimais encore. Mais à ce moment-là, j'ai senti que quelque chose en moi venait de se briser. Les jours suivants ont été un enfer. J'allais au travail, je faisais semblant de sourire, mais dans ma tête, tout tournait autour de ce profil. Chaque fois qu'elle prenait son téléphone, j'avais cette boule au ventre. Je me demandais à qui elle écrivait. À moi, enfin, à lui, ou à un autre encore. Je n'arrivais plus à la regarder de la même façon. Pourtant, chaque geste d'elle continuait à me troubler. Elle riait avec notre fille, préparait le dîner, rangeait la maison. Tout semblait normal, presque trop.
C'était comme si deux versions d'elle coexistaient, la femme douce et familière que je connaissais, et cette autre plus confiante, plus audacieuse, qui vivait sur Internet une vie sans moi. J'ai commencé à noter les heures de ses publications, les moments où elle se connectait. C'était toujours entre 22 heures et minuit, juste après avoir couché notre fille. Parfois, elle disait qu'elle devait finir un rapport de travail sur son ordinateur. En réalité, elle était en train de poster des selfies retouchés et de répondre à des hommes. Je me suis surpris à la suivre discrètement dans la maison, à observer son reflet sur l'écran de son téléphone. Je me détestais pour ça, mais j'avais besoin de comprendre à quel point elle était allée loin. Un soir, alors qu'elle prenait sa douche, j'ai pris son téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert Instagram. Son compte principal, celui que tout le monde connaissait, n'avait rien d'anormal. J'ai cherché l'autre. Introuvable. Elle l'avait probablement bloqué sur son propre appareil pour ne pas que quelqu'un tombe dessus. J'ai ouvert sa galerie photo. Des images en double. Les mêmes selfies que ceux du faux profil, mais non publiés ici. Certaines retouchées, d'autres pas. Dans l'album caché, il y avait des captures d'écran de conversation. Des hommes qui lui écrivaient des choses comme « Tu es magnifique, j'aimerais t'emmener dîner ». Et elle répondait, toujours avec ce ton léger, charmeur. Je me suis senti humilié, comme si j'étais devenu un spectateur de ma propre vie. Quand elle est sortie de la salle de bain, j'étais assis sur le lit, son téléphone dans les mains. Elle m'a fixé, confuse. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai levé les yeux vers elle. « Tu veux que je te dise ce que je fais ?» J'essaie de comprendre pourquoi ma femme a un deuxième profil où elle prétend être célibataire. Son visage a blêmi. Elle a tenté de parler, mais rien ne sortait. Je crois qu'elle ne s'attendait pas à ce que je découvre. « C'est pas ce que tu crois », a-t-elle murmuré. J'ai ri, nerveusement. « Alors explique-moi, parce que de là où je suis, ça ressemble à une double vie. » Elle a posé sa serviette, a enfilé un t-shirt et s'est assise en face de moi. Pendant quelques secondes, elle a regardé le sol sans rien dire, puis elle a soupiré. « J'avais besoin d'air, a-t-elle dit doucement. Je ne parlais à personne vraiment. J'avais juste envie d'exister autrement, sans la routine, sans les cris, sans les obligations. Ces mots m'ont transpercé. « Alors tu préfères mentir à des inconnus, leur faire croire que tu es libre ?» Elle a haussé les épaules, les yeux humides. « C'est idiot, je sais. Mais c'était la seule façon pour moi de me sentir encore vivante. Je ne savais pas si je devais crier ou pleurer, parce que quelque part, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Moi aussi, parfois, je me sentais étouffé par la monotonie. Mais de là à créer une fausse identité, elle s'est approchée. « Je n'ai jamais rencontré personne, je ne t'ai jamais trompé. C'était juste virtuel. Ses mains ont cherché les miennes, mais je me suis reculé. Tu crois que ça change quelque chose ? Tu m'as rayé de ta vie, même si c'était en ligne. » Elle n'a rien répondu. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. J'ai senti une rage froide me monter. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit « Supprime ce compte, maintenant ». Elle a obéi. Elle a pris son téléphone, a ouvert l'application et a supprimé le profil sous mes yeux. Quand c'était terminé, elle a posé l'appareil sur la table de nuit et a murmuré « Je suis désolée ». Je n'ai rien dit. J'ai quitté la chambre et je suis allé dormir dans le salon. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à une chose. Si elle a pu cacher ça pendant des mois, qu'est-ce qu'elle pourrait encore me cacher ? Les jours qui ont suivi, l'ambiance à la maison est devenue étrange. On se parlait, mais sans se regarder vraiment. Elle essayait d'agir comme si tout allait bien, mais quelque chose en moi restait bloqué. Je n'arrivais pas à lui faire confiance. Elle avait supprimé le compte devant moi, oui, mais je connaissais assez bien Internet pour savoir qu'un profil peut disparaître en apparence tout en continuant d'exister sous une autre forme. Et puis, ce qui me dérangeait le plus, c'était cette sensation qu'elle n'avait pas tout dit. Elle se levait plus tôt que d'habitude, restait longtemps dans la salle de bain, téléphone à la main. Quand je passais près d'elle, elle verrouillait l'écran. Chaque petit geste prenait un sens différent maintenant. Un soir, pendant qu'elle mettait notre fille au lit, j'ai rallumé mon faux compte. Je me suis reconnecté pour voir si le profil avait vraiment disparu. En cherchant son pseudo, il n'y avait plus rien. Mais en tapant juste son prénom, j'ai trouvé autre chose. Une nouvelle page. Même photo de profil, même visage, mais cette fois avec un autre nom encore. Et la description avait changé. Nouvelle ville, nouveau départ. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Elle n'avait pas arrêté. Elle avait simplement recommencé ailleurs. J'ai fait défiler les photos. C'était la même mise en scène. Pas de traces de moi, pas de notre fille, pas de notre maison. Mais tout semblait plus calculé encore, plus soigné. Elle utilisait maintenant un ton plus distant, plus séducteur. Comme si elle voulait effacer tout ce qu'elle avait été avant. J'ai ressenti une colère que je n'avais jamais connue.
pas seulement à cause du mensonge, mais parce que je me sentais invisible, remplaçable. Je n'ai rien dit cette fois. J'ai voulu voir jusqu'où elle irait. J'ai continué à observer, à noter les heures, les publications, les commentaires, et un détail m'a glacé. Un des hommes qui commentait souvent ses photos portait le même nom qu'un collègue à elle. Je suis allé voir le profil de cet homme. Oui, c'était bien lui. Il liquait chacune de ses publications, et parfois, elle répondait avec des messages à demi-mot, des phrases qui pouvaient passer pour anodines, mais qui, mises bout à bout, ressemblaient à une conversation intime. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'avais la tête pleine d'images, de suppositions, de scénarios. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle m'a regardé avec un air fatigué. « Tu vas rester fâché encore longtemps ?» J'ai levé les yeux vers elle. « Tu veux vraiment qu'on parle de ça ?» Elle a soupiré. « J'ai fait une erreur, d'accord ? Mais tu ne me laisses aucune chance de te le prouver. » Je l'ai observé un moment. « Et comment je peux te faire confiance ?» Elle n'a rien répondu. Notre fille est arrivée dans la cuisine, et tout a été mis de côté. On a joué les parents normaux, encore une fois. Mais à peine avait-elle quitté la maison pour le travail que j'ai pris ma voiture. J'ai conduit jusqu'à son bureau. Je ne savais même pas ce que je cherchais à voir. Peut-être une confirmation. Peut-être juste la vérité, nue et brutale. Je suis resté garé devant le bâtiment pendant presque 1 heure, et quand elle est sortie pour la pause de midi, elle n'était pas seule. C'était lui, son collègue, le même homme du profil. Il riait. Pas un rire banal, pas celui qu'on partage avec quelqu'un de neutre. Non. Ce rire-là avait quelque chose d'intime, d'habitué. Ils se sont assis à une table dehors, ont commandé des cafés. À un moment, elle a touché son bras en parlant, et lui, il l'a laissé faire. Je crois que c'est à ce moment précis que j'ai compris que quelque chose entre eux dépassait les écrans. Je n'ai pas bougé. Je les ai juste regardés de loin, le cœur serré, incapable de détourner le regard. Quand elle est rentrée le soir, j'étais déjà là, assis dans le salon, les clés de la voiture encore sur la table. Elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu calmement, « Je t'ai vu aujourd'hui. » Elle a pâli instantanément. « Où ça ?» ?»« Au café avec lui. » Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai continué. « Tu veux que je te dise ce que j'ai vu ? J'ai vu une femme qui riait. Une femme qui n'avait plus rien à voir avec celle que j'ai épousée. Elle s'est assise, les mains tremblantes. Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai fermé les yeux un instant. J'avais déjà entendu cette phrase. Trop de fois. Alors dis-moi la vérité, pour une fois. Elle a pris une grande respiration. Et ce qu'elle m'a dit ensuite m'a complètement désarmé. Elle a pris une grande inspiration, puis a dit d'une voix très calme, « Ce n'était pas une histoire d'amour. Pas avec lui, pas avec personne. » Je ne la croyais pas après tout ce que j'avais vu. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa façon de parler, un mélange de peur et de honte, qui m'a obligé à l'écouter. « Alors explique-moi, » ai-je dit, plus bas. « Explique-moi pourquoi tu mens depuis des mois. Pourquoi tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Pourquoi tu passes tes soirées à écrire à un homme que tu côtoies tous les jours. » Elle a passé une main dans ses cheveux, nerveuse. Je n'ai pas voulu que ça devienne comme ça. Au début, c'était juste pour m'amuser. Je voulais voir à quoi ressemblerait ma vie si j'avais fait d'autres choix, si je n'étais pas marié, si j'avais suivi ma carrière au lieu d'avoir un enfant tout de suite. Ces mots me piquaient. Elle parlait comme si notre vie ensemble était une erreur. Et lui ? Ai-je demandé. Lui, il m'a reconnu. C'est lui qui m'a écrit en premier. Il avait trouvé le profil, et il a compris que c'était moi. Il m'a juste dit qu'il comprenait, qu'il faisait la même chose. J'ai froncé les sourcils. La même chose ? Oui, il a aussi un faux profil. Il s'en sert pour parler à des gens, sans que sa femme le sache. On a commencé à discuter là-dessus, sans but, et petit à petit on s'est confié des choses qu'on ne disait plus à personne. Elle a baissé la tête. C'est tout, on n'a jamais été plus loin. On se voyait tous les jours au travail, mais ce qu'on vivait, c'était en ligne. Comme deux inconnus qui se comprenaient mieux que leur propre conjoint. J'avais envie de la croire. Vraiment, mais quelque chose sonnait faux. Ce genre de lien, même virtuel, laisse toujours des traces dans le réel. Je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai dit, « Tu sais ce qui est le plus dur ? Ce n'est pas que tu aies menti, c'est que tu aies choisi quelqu'un d'autre pour te confier ce que tu n'arrivais plus à me dire. » Elle s'est mise à pleurer. Mais je n'ai pas bougé. C'était la première fois depuis longtemps que je sentais que quelque chose entre nous était définitivement cassé. Elle a tenté de se justifier encore. Je me sentais invisible. J'avais besoin de me rappeler que j'étais encore quelqu'un. Pas seulement une mère, pas seulement une épouse fatiguée. Ce profil, c'était juste une façon d'exister autrement. Je me suis levé. Et moi, dans tout ça, je suis quoi alors ?
le décor de ta vraie vie. Elle a essuyé ses larmes sans répondre. Je suis sorti marcher dehors. Il faisait déjà nuit, mais je ne ressentais rien. Ni colère, ni chagrin. Juste un vide. Pendant les jours suivants, j'ai gardé mes distances. On se parlait à peine. Elle essayait d'arranger les choses, mais tout sonnait faux. J'avais l'impression de vivre avec une étrangère. Puis, un soir, je suis rentré plus tôt que prévu. Sa voiture était dans l'allée, mais la maison était plongée dans le silence. Je l'ai trouvée dans le salon, le téléphone à la main, le visage éclairé par la lumière de l'écran. Quand elle m'a vu, elle a sursauté, trop vite. Je n'ai rien dit. J'ai juste tendu la main. Montre-moi ton téléphone. Elle a hésité, puis me l'a donné. J'ai ouvert Instagram. Rien. Le compte principal, vide. Mais quand j'ai vérifié les messages directs, j'ai vu une conversation archivée, avec lui. Pas sur le réseau social où elle avait créé ses faux profils. Non. Sur son vrai compte. Des messages récents, elle. Je crois qu'il sait encore quelque chose, lui. Dis-moi s'il t'a suivi, je peux t'aider à régler ça. J'ai senti une sueur froide dans mon dos. Je l'ai regardée sans dire un mot. Elle a compris immédiatement. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle répété, les larmes montant de nouveau. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé continuer. Tu mens encore. Et je ne veux plus rien entendre. Je lui ai rendu le téléphone et je suis sorti sans savoir où aller. J'ai conduit sans but, juste pour m'éloigner. Sur le siège passager, mon propre téléphone vibrait. Une notification venait d'apparaître sur mon faux compte. Nouvel abonné. Monsieur Carter. C'était lui, son collègue. Je n'avais jamais interagi avec lui, et pourtant il venait de me trouver. Je suis resté dans ma voiture plusieurs minutes sans bouger, le téléphone dans la main. Comment pouvait-il m'avoir trouvé? J'avais choisi un nom banal, une photo prise sur une banque d'images, rien qui puisse me relier à moi. Et pourtant, cet homme venait de s'abonner à mon faux profil, celui que j'avais utilisé pour surveiller ma femme. J'ai senti la panique monter. Est-ce qu'elle lui avait dit quelque chose? Ou est-ce qu'il savait depuis le début que c'était moi? J'ai cliqué sur sa photo de profil. Rien d'étrange. Des images de bureau, de café, des citations sans importance. Mais en regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il avait commencé à publier de nouvelles photos, exactement au moment où j'avais confronté ma femme. Sur la dernière, il avait écrit en légende « Certains jeux finissent mal quand on oublie qui regarde. Mon sang s'est glacé. » C'était trop précis pour être une coïncidence. Je l'ai fixé sur l'écran pendant de longues secondes, incapable de penser clairement. Il savait. Il savait que je l'observais. J'ai immédiatement envoyé un message à ma femme. On doit parler. Maintenant. Elle a mis plus d'1 heure à répondre. Je suis encore au travail. On parlera ce soir, mais je ne pouvais pas attendre. J'ai redémarré la voiture et j'ai conduit directement vers son bureau. Tout le trajet, je revoyais cette phrase. Certains jeux finissent mal. En arrivant, j'ai garé la voiture de l'autre côté de la rue. Il faisait déjà sombre. Les bureaux étaient presque vides, mais j'ai aperçu la lumière dans une pièce du 2e étage. Elle était là. Et lui aussi. Ils se tenaient debout, face à face, visiblement en train de se disputer. Elle levait la voix. Il essayait de la calmer. À un moment, il a attrapé son bras. Elle s'est dégagée brusquement. Je n'ai pas réfléchi. J'ai traversé la rue, suis monté par l'escalier de secours et j'ai ouvert la porte sans frapper. Le silence est tombé d'un coup. Ils se sont figés, tous les deux. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je pourrais te poser la même question, » ai-je répondu. Il m'a regardé avec un calme qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. « Je crois qu'il y a un malentendu, » a-t-il dit. « Non. Ce qu'il y a, c'est que tu joues avec ma femme et que tu crois que je ne m'en rends pas compte. » Je me suis avancé. Il a levé les mains, comme pour dire qu'il ne voulait pas de problème. « Écoute, tu te trompes. On travaille ensemble, c'est tout. » Mais j'ai vu son regard glisser une fraction de seconde vers elle. Ce regard qui disait tout ce qu'il ne disait pas. Elle a murmuré « S'il te plaît, on rentre à la maison, je t'expliquerai. » Mais je ne pouvais pas partir maintenant, pas après tout ça. « Non, tu m'expliques ici, maintenant, avec lui devant toi. » Elle a fermé les yeux, comme si elle cherchait le courage. Puis elle a dit, d'une voix à peine audible, « C'est lui qui m'a convaincu de créer ce profil. C'était son idée. » J'ai cru que j'avais mal entendu. Quoi? Il m'a dit que beaucoup de gens faisaient ça, qu'on pouvait s'inventer une version de soi pour évacuer la pression. Il m'a aidé à le mettre en place. Au début, c'était juste pour m'amuser. Puis il s'est mis à me parler là-dessus. Et les choses ont dérapé. Je me suis tourné vers lui. Tu jouais à quoi, exactement? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, avec ce ton tranquille qui me donnait envie de le frapper, il a dit « On parlait.
C'est tout. Mais visiblement, elle a préféré ton profil à celui que j'avais. C'est là que tout s'est compliqué, non? J'ai eu un moment de flottement. Mon profil? Il a souri. Tu crois que je ne savais pas que c'était toi? Je suis resté figé. Il savait, depuis le début. Tu t'es connecté plusieurs fois depuis la même IP que celle du cabinet où elle travaille, a-t-il ajouté. C'était facile à repérer. Tu voulais jouer à l'espion, tu es tombé dans ton propre piège. Je ne trouvais plus les mots. Ma femme me regardait, abasourdie. Elle ne comprenait pas ce qu'il venait de dire. Attends. Il savait, depuis le début? Il a simplement hoché la tête. Je voulais voir jusqu'où il irait. Et maintenant, je crois qu'on a tous vu ce qu'il y avait à voir. Je suis sortie avant de perdre le contrôle. Ma tête bourdonnait. Tout tournait. J'avais voulu la piéger, mais en réalité, c'était moi qui étais observée. Sur le chemin du retour, une notification a encore vibré sur mon téléphone. C'était un message privé. De lui. Tu devrais faire attention à ce que tu crées. Parfois, ce qu'on invente en ligne finit par devenir réel. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a glacé plus que tout le reste. Je ne me souviens pas du trajet retour. J'ai conduit sans réfléchir, juste pour m'éloigner de cet immeuble, de lui, d'elle, de tout. Quand je suis enfin rentré à la maison, il faisait déjà nuit noire. J'ai laissé les clés tomber sur la table, j'ai pris une douche froide et je me suis assis dans le noir, sans même allumer la lumière. Mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes. Message d'elle, notification, appel manqué. Je ne voulais parler à personne. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de comprendre. Quand j'ai enfin rouvert mon téléphone, le premier message venait d'un compte anonyme, sans photo, sans nom, juste une lettre. Monsieur, tu penses vraiment que c'est terminé? Je suis resté figé. Je ne savais pas si c'était lui, mais tout, dans ce message, ressemblait à son ton, à sa manière d'écrire. J'ai vérifié le profil. Créé il y a 2 jours. 0 publication, 0 abonné. Le message suivant est arrivé presque aussitôt. Tu veux savoir qui a vraiment commencé tout ça? Regarde les anciennes stories de ta femme. Regarde la première. J'ai hésité, puis j'ai ouvert le compte principal de ma femme. Il n'y avait rien de visible. Toutes ces stories avaient disparu depuis des semaines, mais dans les archives que j'avais sauvegardées sans qu'elle le sache, j'ai trouvé ce qu'il disait. Une story d'il y a plusieurs mois, le tout premier jour où elle avait ouvert son profil secret. C'était une photo d'elle, dans notre chambre, devant le miroir. Sourire léger, alliance retirée. En bas, un commentaire. Trop belle pour être enfermée. Le nom du compte? Monsieur Carter. Donc c'était bien lui, dès le départ. C'est lui qui l'avait poussé à jouer à ce jeu. Et maintenant, il se servait de tout ça contre nous. Je me suis levé brusquement, le cœur battant. Mon esprit refusait de croire que tout ça n'était qu'un hasard. Non. Il avait calculé chaque étape. Quand elle est rentrée, elle avait l'air épuisée, les yeux gonflés. Elle s'est assise face à moi sans dire un mot. Pendant un moment, il n'y a eu que le bruit du réfrigérateur. Puis elle a murmuré « Il t'a contacté, n'est-ce pas ?» J'ai levé les yeux vers elle. « Oui, comment tu le sais ?» Elle a détourné le regard, parce qu'il m'a aussi écrit. Il dit qu'il a gardé toutes nos conversations. Il menace de les envoyer à mon patron. À toi, à tout le monde. Je n'ai pas tout de suite compris. Tu veux dire qu'il te fait chanter? Elle a hoché la tête. Il dit qu'il a des captures, des vidéos d'écran, tout. Je lui ai écrit qu'il devait supprimer tout ça, mais il répond juste « trop tard ». Elle pleurait, mais je ne pouvais pas la consoler. J'étais vidé de tout. J'ai pris son téléphone, cherché dans les messages récents, et j'ai vu les preuves. Il lui écrivait encore, des messages froids, mesurés, mais chargés de menaces. Tu aurais dû être honnête dès le départ. Maintenant, tu vas devoir assumer. Ton mari pense que tu l'as trahi. Et il n'a même pas encore tout vu. Je l'ai regardé, incapable de prononcer un mot. Tout ce que je pensais s'effondrait. Ce n'était plus une histoire de double vie, c'était devenu une manipulation. Tu as encore ces messages sur ton ancien profil? Oui, mais j'ai tout archivé. Pourquoi? Parce que maintenant c'est lui qu'on va surveiller. Je n'avais plus peur, plus de honte non plus, juste ce besoin violent de reprendre le contrôle. Cette nuit-là, j'ai réactivé mon faux compte, j'ai changé la photo, le nom, tout, et j'ai commencé à le suivre, lui. Il m'a accepté en moins d'1 heure. C'est là que j'ai compris qu'il jouait encore. Parce que dans sa biographie, il avait ajouté une phrase nouvelle. Il n'y a pas de victime dans les jeux où tout le monde ment. Je ne dormais plus. Pendant des jours, je l'ai observé. Ses publications semblaient aléatoires, café, rue, citation. Mais chaque photo contenait un détail de ma vie. Une tasse identique à celle de notre cuisine, une ruelle derrière mon bureau,
Une plaque de voiture semblable à la mienne, floutée, mais identifiable. Il voulait que je voie ça. Un soir, j'ai reçu un autre message. Tu veux vraiment connaître la vérité? Demande à ta femme pourquoi elle a continué à me parler après la suppression du profil. Je l'ai regardé. Elle a compris tout de suite ce que je venais de lire. Elle a blêmi. Tu veux dire qu'il dit la vérité? Elle a mis du temps avant de répondre. Je lui ai reparlé, juste une fois, pour qu'il supprime tout. Il a dit qu'il le ferait, mais il a enregistré l'appel. Je me suis levé. Tu as appelé cet homme après tout ce qu'il t'a fait? Elle a éclaté en sanglots. Je voulais arranger les choses. Il me menaçait. Je ne savais plus quoi faire. J'ai reculé, incapable de trouver les mots. Je croyais que tout ce cauchemar était terminé, mais je venais de comprendre qu'il ne faisait que commencer. Et dans la minute suivante, mon téléphone a vibré encore. Un nouveau message. De M. Tu crois qu'elle t'a tout dit? Regarde tes mails. J'ai ouvert ma boîte. Et quand j'ai vu la pièce jointe, mon cœur s'est arrêté. C'était une vidéo. Et dans cette vidéo, il y avait elle. J'ai hésité plusieurs minutes avant d'ouvrir la vidéo. Mon doigt tremblait au-dessus de l'écran. Ma femme, assise en face de moi, répétait « Ne la regarde pas, s'il te plaît ». C'est ce qu'il veut, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai appuyé sur lecture. L'écran est devenu noir pendant 2 secondes, puis une image est apparue. C'était notre salon. Le nôtre. La caméra semblait placée à hauteur d'homme, légèrement de travers. On voyait ma femme, assise sur le canapé, le téléphone à la main. Elle riait. Et elle parlait. Mais ce n'était pas sa voix. Ou plutôt, si c'était la sienne, mais modifiée. Le ton, les phrases, tout sonnait juste assez vrai pour semer le doute. Elle disait « Il ne me regarde plus. Je me sens seule. Je crois que je vais partir. » J'ai arrêté la vidéo net. « C'est quoi ça ?» Elle a secoué la tête, les yeux écarquillés. « Je te jure que je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas moi. C'est monté. Je l'ai relancé. » La vidéo continuait avec d'autres extraits, des morceaux de conversation réels qu'elle avait eus au téléphone, mais sortis de leur contexte, coupés, réarrangés. Et à la fin, une phrase ajoutée, artificielle, trop parfaite pour être naturelle. « Tu ne comprends pas. » Il m'effraie. J'ai senti ma gorge se serrer. Il essayait de me faire passer pour un danger. Je me suis levé brusquement. Il nous espionne. Il a mis quelque chose ici. J'ai fouillé la pièce, chaque coin, chaque prise. Dans une lampe du salon, j'ai trouvé une minuscule caméra, à peine visible. Elle s'est couverte la bouche de ses mains. Oh mon Dieu, depuis combien de temps? Je n'ai pas répondu. J'étais paralysé. Tout prenait un sens. Ce type n'avait jamais voulu séduire ma femme. Il voulait nous contrôler. Créer le chaos entre nous, juste pour voir jusqu'où ça pouvait aller. J'ai débranché la caméra et l'ai jetée sur la table. Il a tout enregistré. Depuis des semaines, peut-être des mois, elle pleurait silencieusement. Moi, j'essayais de réfléchir. J'ai pris mon ordinateur et j'ai cherché son nom complet, celui qu'il utilisait au travail. Rien d'inhabituel sur Internet. Mais en creusant un peu plus, sur un ancien site professionnel, j'ai trouvé quelque chose. Une plainte d'une ex-collègue, déposée 3 ans plus tôt, pour harcèlement numérique et manipulation psychologique. Tout se recollait. Je me suis tourné vers elle. Tu comprends ce qu'il a fait? Il a refait la même chose avec toi. Il t'a poussé à créer un profil, il a pris le contrôle de ta vie, et maintenant, il essaie de détruire la mienne avec. Elle m'a regardé avec ce mélange de peur et de soulagement, comme si elle réalisait enfin à quel point tout cela allait loin. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va plus jouer à son jeu. J'ai tout transféré sur une clé USB. La vidéo, les messages, les captures, les preuves. Puis j'ai tout supprimé de nos téléphones. Cette nuit-là, on n'a pas dormi. On a attendu que le matin se lève. J'ai appelé un avocat, puis la police. On leur a tout montré. Le policier a pris la clé USB, l'a rangée dans une pochette, et a dit calmement « Si ce que vous dites est vrai, il ne va pas s'arrêter tout seul. Mais maintenant, il sait que vous l'avez découvert. » Je me suis accroché à cette phrase, comme à une promesse. Quand ils sont partis, la maison semblait étrangement silencieuse, trop silencieuse. Puis, une vibration sur mon téléphone, un message. De monsieur. « Tu crois que tu peux effacer ce que j'ai commencé? Ce n'était jamais une histoire entre ta femme et moi. C'était entre toi et moi. Je suis resté figé. » Et c'est à ce moment précis que j'ai compris qu'il ne cherchait pas à la manipuler, elle. Il me visait depuis le début. Je suis resté longtemps devant ce message, incapable de bouger. C'était entre toi et moi. Ces mots tournaient dans ma tête comme un écho malade. Pourquoi moi? Je ne connaissais cet homme que de loin, un simple collègue de ma femme. Je ne lui avais jamais parlé plus de 2 minutes. Et pourtant,
Depuis des semaines, il contrôlait chaque aspect de ma vie comme s'il cherchait quelque chose de précis. J'ai ouvert nos anciennes conversations, celles que j'avais sauvegardées avant de tout effacer. J'ai relu chaque phrase, chaque détail, et plus je lisais, plus je sentais un schéma. Les messages qu'il lui envoyait n'étaient pas seulement des tentatives de séduction, c'étaient des tests. Des questions sur moi, sur notre quotidien, sur ma façon de réagir, sur mon emploi du temps. À un moment, il lui avait demandé « Ton mari travaille toujours dans la même société de sécurité ?» C'était anodin sur le moment, mais maintenant, tout prenait un autre sens. Il voulait savoir ce que je faisais. Je travaille pour une entreprise qui gère des systèmes de surveillance, des serveurs de vidéo, des logiciels de contrôle d'accès. Rien de secret, mais assez sensible pour intéresser quelqu'un qui sait s'en servir. J'ai ouvert mon ordinateur professionnel. Et là, une peur sourde m'a envahi. Une connexion inhabituelle, datée d'il y a 3 semaines, depuis une adresse IP proche de son bureau. Il avait accédé à notre base de test. Je ne respirais plus. Il n'essayait pas de détruire mon couple. Il voulait me piéger dans mon propre domaine. J'ai tout expliqué à ma femme. Elle me regardait, perdue, les yeux rouges. Tu crois qu'il a piraté ton travail? Pas seulement. Je crois qu'il se sert de moi pour quelque chose. Et que toi, tu n'étais qu'un moyen d'entrer dans ma vie. Elle a mis la main sur sa bouche. Mon Dieu. Je me suis levé, j'ai attrapé mon ordinateur et j'ai commencé à remonter les connexions. Plusieurs fichiers avaient été copiés. Rien de vraiment secret, mais assez pour comprendre nos protocoles internes. Et à la fin du journal de connexion, j'ai vu son nom. Pas son vrai nom, mais un alias que je connaissais, Monsieur Carter. C'était le même pseudo qu'il utilisait partout, comme s'il voulait que je le voie, que je le découvre. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. Tu cherches enfin à comprendre. C'est bien, je l'ai montré à ma femme. Elle a reculé d'un pas, effrayée. Comment il sait ce qu'on fait? Il doit encore avoir accès à quelque chose ici. J'ai coupé le Wi-Fi, débranché tous les routeurs, chaque appareil connecté. La maison entière est tombée dans le silence. Puis, un bruit. Léger, un bip discret venant du couloir. Je me suis approché. C'était la caméra du babyphone, celle qu'on utilisait pour surveiller notre fille. La lumière verte clignotait alors qu'elle était censée être éteinte. Je l'ai prise en main. Quelqu'un y avait installé un module de transmission externe, pas d'usine. Quelqu'un l'avait modifié. Je l'ai immédiatement débranché. La colère me montant à la tête. Il nous observait même ici. Chez nous. Elle s'est effondrée sur le canapé, incapable de parler. Moi, j'avais les mains qui tremblèrent de rage. J'ai ouvert un nouveau mail, cette fois à destination de la police, avec toutes les preuves collectées. Adresse IP, capture, log, enregistrement. Mais avant d'envoyer, j'ai reçu un dernier message, de monsieur. Tu crois que tu peux me dénoncer? Regarde dehors. Je me suis précipitée à la fenêtre. Une voiture noire était garée en face de la maison, phare éteint. J'ai fixé la silhouette à l'intérieur. On ne distinguait qu'une forme. Immobile, mais je savais que c'était lui. Je n'ai pas bougé. Il ne bougeait pas non plus. Pendant de longues minutes, on s'est juste observé, séparés par la vitre, par la nuit, par tout ce qu'il avait détruit. Puis les phares se sont allumés et la voiture est partie lentement. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Ma femme est venue derrière moi, la voix cassée. « Tu crois qu'il va revenir ?» Je n'ai pas répondu, parce que, au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Le lendemain matin, 2 agents sont venus à la maison. Un homme d'une 50aine d'années et une jeune femme à l'air plus déterminée que fatiguée. Ils ont tout inspecté. La caméra, les routeurs, les câbles, mon ordinateur. J'essayais de rester calme, mais mes mains tremblaient à chaque fois qu'il me posait une question. L'agent principal a branché la caméra du babyphone à son ordinateur portable. Après quelques minutes de silence, il a simplement dit « Elle a été modifiée avec un module Wi-Fi externe. Quelqu'un l'a reliée à un serveur hébergé hors du pays. » Il a tourné l'écran vers moi. Des lignes de code, des adresses. « Vous travaillez bien dans la sécurité informatique ?» J'ai acquiescé. Alors vous comprenez qu'il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai senti ma femme se crisper à côté de moi. Ils ont tout emporté. La caméra, la lampe, le disque dur. Avant de partir, la policière m'a tendu sa carte. Si vous recevez encore des messages, ne répondez pas. Tout ce que vous ferez en ligne peut être utilisé contre vous. Prévenez-nous directement. Je lui ai promis, mais je savais déjà que je ne pourrais pas m'empêcher de chercher. L'après-midi, j'ai rouvert un ordinateur professionnel resté éteint depuis des semaines. En consultant les journaux du serveur, j'ai retrouvé la trace du même identifiant que celui de M. Carter, mais bien avant notre première rencontre, 3 ans plus tôt.
Il travaillait alors dans une société partenaire de la mienne. À l'époque, je ne le connaissais pas encore. Il avait déjà eu accès à certains de nos systèmes. Je me suis souvenu d'un incident survenu à cette période, un test de sécurité interne où un employé anonyme avait réussi à infiltrer un serveur de démonstration. On n'avait jamais su qui c'était. On avait juste reçu un message. Vous n'êtes pas aussi protégé que vous le croyez. C'était lui. J'en étais certain. Tout s'imbriquait. Il m'avait repéré depuis ce moment-là, puis il avait attendu. Jusqu'à croiser ma femme au travail. Elle n'était qu'une porte d'entrée. J'ai appelé l'enquêtrice pour lui signaler ma découverte. Elle m'a demandé de lui envoyer tout le dossier. 2 heures plus tard, elle m'a rappelé. Votre intuition était bonne. L'homme que vous décrivez, Michael Carter, est connu de nos services. Ancien technicien en cybersécurité, renvoyé pour intrusion non autorisée. Il a déjà fait l'objet de plaintes pour harcèlement numérique, mais rien de concret n'a jamais été prouvé. J'ai fermé les yeux. Tout ce qu'il avait fait avec nous, il l'avait sûrement fait à d'autres avant. Le soir, on a dîné dans un silence complet. Ma femme essayait de s'occuper, de sourire pour notre fille, mais je voyais qu'elle avait peur du moindre bruit. Vers minuit, mon téléphone a vibré. J'ai cru à une notification de la police, mais c'était un mail. Expéditeur, MacArthur archive au protonmail.com. Objet. Tu crois me connaître. J'ai cliqué malgré moi. Il n'y avait qu'une ligne de texte. Regarde bien la date de ton premier piratage. Ce n'était pas un hasard. J'ai relu la phrase encore et encore. Le premier piratage? Il parlait forcément de cette intrusion de 3 ans plus tôt. Mais pourquoi dire que ce n'était pas un hasard? Je suis retourné dans les anciens fichiers, les journaux de connexion de l'époque. Une série d'adresses IP apparaissait, toujours proche de la mienne, presque identique, comme si quelqu'un avait utilisé mon propre réseau pour mener l'attaque. Et soudain, un souvenir. Le jour du test de sécurité, j'avais prêté mon ordinateur personnel à un collègue pour vérifier une mise à jour. Ce collègue, c'était Michael Carter. Je me suis levé d'un bond. Il n'avait pas seulement infiltré mon système, il l'avait fait depuis ma machine, pour que tout retombe sur moi si l'affaire ressortait. Je me suis tourné vers ma femme. Il m'a piégé depuis le début. Tu veux dire, avant même qu'il me rencontre? Oui. Il m'a choisi. Et toi, il t'a utilisé pour finir le travail. Elle s'est couverte le visage de ses mains, incapable de parler. À cet instant, mon téléphone a vibré de nouveau. Un numéro inconnu. Un seul message. Tu devrais arrêter de fouiller. Certains passés sont plus fragiles que tu crois. Je l'ai montré à ma femme. Elle a murmuré. Il est encore là, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Les jours suivants ont été plus silencieux que jamais. La police m'avait demandé de ne rien effacer, de ne rien toucher, de ne plus répondre à aucun message. Officiellement, l'enquête était ouverte. Officieusement, je savais qu'il ne pouvait pas faire grand-chose tant qu'il ne commettait pas d'actes concrets. Chaque matin, je me levais avant ma femme et je vérifiais tous les appareils de la maison, comme un réflexe. Chaque câble, chaque prise, chaque caméra, tout était propre. Mais la sensation d'être observé ne partait pas. La policière, celle qui suivait notre dossier, m'appelait régulièrement. Il agit de façon méthodique, disait-elle. Il teste vos réactions. Il veut vous pousser à commettre une erreur, à répondre, à paniquer. Tant que vous restez calme, il perd son avantage. J'aurais voulu croire à ce contrôle. Mais je n'avais plus de sommeil, plus d'appétit, plus de certitude. Une nuit, j'ai entendu un bip faible venant du couloir. J'ai sursauté, persuadé qu'il avait encore installé quelque chose. Mais ce n'était que le détecteur de fumée. Pourtant, je suis resté debout dans le noir, le cœur battant, incapable de me rendormir. Ma femme aussi changeait. Elle parlait peu, s'enfermait souvent dans la chambre pour télétravailler. Parfois, je la surprenais à regarder son téléphone avec ce mélange de peur et de honte. Je savais qu'elle craignait qu'il revienne vers elle. Un matin, alors que je préparais le café, j'ai vu son écran s'allumer. Une notification. Pas un message, mais un appel visio manqué. Le contact était enregistré sous un simple prénom, Marc. Je n'ai rien dit sur le moment, mais ce prénom, c'était celui qu'il utilisait parfois dans ses anciens profils. Plus tard dans la journée, j'ai fini par lui demander « Tu connais quelqu'un qui s'appelle Marc ?» Elle a hésité une seconde, juste assez pour me donner ma réponse. « Non. » Pourquoi? Ton téléphone a reçu un appel de ce nom, ce matin. Son visage s'est fermé. Je crois que c'était lui. Il a dû recréer un autre compte. Je n'ai rien répondu. J'ai pris son téléphone pour vérifier. L'appel provenait d'un numéro inconnu, localisé dans un autre État. Mais le compte associé utilisait une photo ancienne d'elle, issue du faux profil supprimé. Il se servait encore de son image. Je l'ai signalé immédiatement à la policière. Elle m'a répondu dans la soirée. On l'a localisé.
Il utilise plusieurs connexions publiques. Il change constamment d'adresse. Mais on a un mandat pour surveiller ses communications. Pendant quelques jours, tout s'est un peu calmé. Plus de messages, plus d'appels. Je croyais presque que c'était fini. Jusqu'à ce matin-là, quand je suis arrivé au bureau, mon chef m'attendait dans son bureau, l'air grave. Sur la table, un dossier m'attendait. On a reçu une alerte du service informatique, a-t-il dit. Une tentative d'accès à distance à nos serveurs, depuis ton compte. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce n'est pas moi. Je sais, a-t-il répondu calmement. Mais le problème, c'est que les fichiers consultés sont sensibles et que ton nom est partout. J'ai tout de suite compris. Il avait recommencé. J'ai expliqué tout à mon supérieur, l'enquête, le harcèlement, la manipulation. Il m'a cru, mais il a dû me suspendre temporairement, par précaution. En quittant le bureau, j'ai senti la colère remplacer la peur. Il voulait que je perde tout. Mon travail, ma famille, ma réputation. En rentrant chez moi, j'ai trouvé ma femme sur le canapé, téléphone à la main, les yeux rouges. Elle venait de recevoir un mail. Un message de lui. Tu vois? Il est exactement comme je te l'avais dit. Il ment, il triche, il détruit tout ce qu'il touche. Elle m'a tendu l'écran, les larmes aux yeux. Il essaie de me retourner contre toi. J'ai serré les poings. Alors on va lui enlever le seul pouvoir qu'il a, le silence. Le lendemain, on est allé ensemble au commissariat. J'ai donné accès à mes comptes, à mon ordinateur, à mes anciens serveurs. Ma femme a remis tous ses téléphones. L'équipe technique a tout copié, tout analysé. Le soir même, la policière m'a rappelé. On a trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Des fichiers sur un forum fermé, postés sous son nom d'utilisateur. Il partageait des extraits de conversations, des morceaux de vos vies, comme s'il racontait une histoire à un groupe de gens. Certains réagissaient, d'autres donnèrent des conseils. Il avait une petite communauté. Je suis resté muet. Il ne se contentait pas de nous espionner. Il mettait en scène notre vie. Il s'en sert comme d'un jeu social, a poursuivi l'enquêtrice. Chaque fois que vous réagissiez, il écrivait de nouveaux chapitres. J'ai senti une nausée violente. Nos disputes, nos messages, nos angoisses, tout devenait du contenu pour lui. Quand j'ai raccroché, je me suis assis dans le silence. Ma femme était venue s'asseoir à côté de moi. On était ces personnages, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Mais maintenant c'est fini, on ne lui donnera plus rien à raconter. Cette nuit-là, j'ai effacé tous nos comptes, tous nos profils, chaque trace numérique possible. Le lendemain matin, j'ai acheté 2 téléphones neufs, sans réseaux sociaux, sans rien. Mais alors que je rangeais l'ancien appareil dans un tiroir, un dernier message est apparu sur l'écran, sans notification, sans expéditeur visible. Tu penses que tu peux effacer une histoire pendant qu'elle est encore en cours? J'ai senti un frisson me parcourir. Parce que, d'une certaine manière, il avait raison. Les jours suivants ont été plus calmes. Pas de messages, pas d'appels. Pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait respirer à nouveau. On avait de nouveaux téléphones, une nouvelle adresse mail et plus aucun réseau social. Ma femme dormait un peu mieux, notre fille recommençait à rire. Mais moi, je restais sur mes gardes. Chaque bruit, chaque voiture garée trop longtemps devant la maison me faisait sursauter. La peur était devenue un réflexe. Un matin, j'ai reçu un appel de la policière chargée de l'enquête. On a enfin trouvé quelque chose de concret, a-t-elle dit. Un serveur hébergé au Canada, relié à plusieurs comptes appartenant à Michael Carter. Il utilisait des adresses différentes, mais l'une d'elles a servi à enregistrer des domaines liés à vos noms. J'ai eu un pincement au cœur. Des domaines? Comme des sites? Oui, des copies de vos anciens profils, de vos photos. Il avait tout dupliqué. Il préparait probablement autre chose. J'ai eu envie de vomir. Ma vie entière, ma famille, transformées en fichiers. Mais la bonne nouvelle, a-t-elle ajouté, c'est qu'on a pu localiser son dernier accès. Il a utilisé un réseau public à Denver. On a transmis l'information aux autorités locales. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Peut-être qu'il allait enfin être arrêté. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma femme, elle s'est mise à pleurer. Mais pas de peur, de fatigue, de relâchement. Tu crois qu'on va pouvoir vivre normalement? Oui, ai-je répondu sans trop y croire, ou au moins essayer. On a passé la soirée ensemble, sans téléphone, sans écran, juste un repas simple, de la musique douce. Pendant un moment, j'ai cru que tout ça appartenait enfin au passé. Mais la nuit suivante, vers 3 heures du matin, la sonnette a retenti, 3 coups secs. Je me suis levé d'un bond. Ma femme s'est réveillée aussitôt. « Ne bouge pas !» lui ai-je dit. J'ai pris une lampe et je suis descendu. Par la fenêtre d'entrée, j'ai aperçu 2 silhouettes, la police. J'ai ouvert. L'enquêtrice était là, manteau sur les épaules, le visage fermé. Désolé de venir à cette heure-ci. On devait vous prévenir avant que vous ne la preniez ailleurs. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils l'ont retrouvé, dit-elle,
dans un petit motel à la sortie de Denver. Il avait plusieurs ordinateurs, des disques durs, des clés USB. Tout un système de surveillance avec vos noms partout. Je me suis assis sur la marche, incapable de parler. Et maintenant? Il est en garde à vue, mais il nie tout. Il dit que vous avez inventé cette histoire, que c'est vous qui l'avez harcelé. On a besoin que vous veniez demain pour confirmer certains éléments. Ma femme était descendue entre-temps. Elle tremblait. Est-ce qu'il a parlé de nous? Oui, a répondu l'enquêtrice. Et c'est ce qui est le plus étrange. Il dit qu'il ne voulait pas vous faire de mal, qu'il voulait terminer ce qu'il avait commencé. Je ne comprenais pas. Terminer quoi? Il n'a pas voulu expliquer. Elle a sorti une enveloppe de sa poche. Il avait ça dans sa chambre. Elle était posée sur la table, à votre nom. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une photo imprimée sur du papier mat. C'était moi, assis à mon bureau, 3 ans plus tôt. Une image prise à travers la fenêtre, de l'extérieur. Et au dos, une phrase écrite à la main. Tu avais laissé la lumière allumée. J'ai senti un frisson me traverser. Ce n'était pas seulement une obsession récente. Il me suivait depuis des années, bien avant ma femme, bien avant tout ça. L'enquêtrice a posé une main sur mon épaule. Il ne vous fera plus rien. Pas tant qu'on aura ses serveurs. Je l'ai remercié. Mais au fond de moi, je savais que ce genre d'histoire ne s'efface jamais vraiment. Le lendemain, on a tout raconté à la police. Chaque détail, chaque souvenir. Ils ont pris nos témoignages, nos preuves, nos appareils. Ils ont promis de nous tenir informés. En rentrant, j'ai voulu croire que c'était fini. La maison semblait plus claire, plus légère. Mais en vidant ma boîte mail professionnelle, j'ai remarqué un brouillon enregistré automatiquement. Je ne l'avais jamais écrit. C'était un message adressé à ma femme. Et dedans, une phrase, seule, on n'a jamais arrêté d'être observé. Je n'ai rien dit. J'ai juste fermé l'ordinateur. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai décidé de ne plus chercher. Les semaines suivantes ont eu un goût étrange. Michael Carter était en détention préventive. La police avait confirmé qu'il n'avait pas seulement espionné notre famille, mais aussi au moins 4 autres couples. Tous, d'une manière ou d'une autre, avaient été pris dans ces expériences de manipulation numérique. Dans la presse, l'affaire a fait quelques lignes. Un ancien expert en cybersécurité soupçonné d'avoir espionné des particuliers. Pas de nom, pas de visage. Pour les autres, c'était une histoire comme une autre. Pour nous, c'était la fin d'un cauchemar. On essayait de reprendre une vie normale. Ma femme avait quitté son travail. On avait déménagé dans une petite maison, plus loin, plus calme. On vivait sans réseaux sociaux, sans caméra, avec des ordinateurs isolés d'Internet. Notre fille allait à l'école, riait, parlait de ses amis. Et nous, on apprenait à se reparler. Il y avait encore des silences, des maladresses. Parfois, elle s'excusait sans raison. Parfois, je me surprenais à vérifier les fenêtres 2 fois avant de dormir. Mais petit à petit, on reprenait souffle. Un soir, j'ai reçu un appel de la policière. « C'est presque fini », a-t-elle dit. Son procès aura lieu dans quelques mois. Il a reconnu certains faits, nié d'autres, mais les preuves sont solides. Et ses serveurs? Tout a été saisi. Les données vont être effacées une fois l'enquête close. J'ai remercié, puis j'ai raccroché. Je devais me sentir soulagé, mais je n'y arrivais pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le salon, dans le noir, à écouter les bruits de la maison, les craquements du bois, le souffle du vent. Tout paraissait normal. Et pourtant, au fond, quelque chose résistait. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur professionnel, celui que j'utilisais avant tout ça. Il était censé être déconnecté depuis des semaines. Pourtant, une fenêtre s'est affichée automatiquement. Restauration du système en cours. Je me suis figé. Le curseur bougeait seul. Une ligne de code s'est écrite à l'écran, puis effacée aussitôt. Rien d'agressif, pas de virus. Juste une trace, une signature. Dans le dossier temporaire du système, un fichier s'était créé à cet instant précis. Je l'ai ouvert. Un simple document texte. À l'intérieur, une phrase. Je t'avais dit que certaines histoires ne s'arrêtent pas quand on le décide. Je suis resté devant l'écran plusieurs minutes. J'ai regardé la date du fichier, créé la veille. Pendant que Carter était en détention, j'ai respiré lentement. Je n'ai rien dit à ma femme. J'ai simplement débranché l'ordinateur. Je l'ai rangé au fond d'un placard et j'ai fermé la porte. Depuis ce jour, je n'ai plus cherché à comprendre. Peut-être que c'était une erreur du système. Peut-être que quelqu'un d'autre avait repris le relais. Ou peut-être que, d'une certaine façon, il avait réussi ce qu'il voulait, me laisser douter pour toujours. Je ne saurais probablement jamais, mais parfois, quand je marche dans la rue et que je sens une présence derrière moi, je repense à tout ça. Et malgré moi, je me surprends encore à vérifier si la lumière de la fenêtre, le soir, n'est pas restée allumée. Les mois ont passé. Notre vie a retrouvé une routine simple.
Travail, école, repas, sommeil, rien d'extraordinaire. Et c'était exactement ce qu'on voulait. Parfois, ma femme faisait encore des cauchemars. Elle se réveillait en sursaut, persuadée d'avoir entendu un téléphone vibrer. Alors je restais éveillé jusqu'à ce qu'elle se rendorme. De mon côté, j'avais repris mon poste sous condition nouveau matériel, nouveau réseau, contrôle régulier. Mon employeur m'avait soutenu, mais je sentais toujours la méfiance dans certains regards. Michael Carter attendait toujours son procès. D'après la police, il restait silencieux, coopératif, presque calme. J'essayais de ne plus y penser. Un soir de février, en rangeant des dossiers dans mon ancien disque dur, j'ai retrouvé une clé USB scotchée sous le tiroir du bureau. Je ne m'en souvenais plus. Je l'ai branchée. Un seul dossier. Backups, 2018. À l'intérieur, des captures d'écran, des rapports de test, des fichiers de travail datant de l'époque où je ne connaissais même pas encore ma femme. Rien de spécial. Jusqu'à un sous-dossier nommé Vision. Je l'ai ouvert. Des images, des vues aériennes, floues, de ma rue, de mon ancienne voiture, de la façade de ma première maison, toutes prises à la même période que le premier piratage dont on avait parlé à la police. Et dans les métadonnées, un détail m'a glacé. Le nom de l'appareil photo, Carter Vision 01. Je suis resté immobile. Il n'avait pas seulement piraté mon ordinateur, il m'observait déjà avant, physiquement. Je ne sais pas comment il avait pu placer ces images sur ma clé, ni quand, peut-être pendant le test qu'il avait soi-disant effectué pour ma société. J'ai tout de suite appelé la policière. Elle m'a écouté, puis a soupiré. « Gardez tout, ne touchez à rien. On enverra quelqu'un demain. » Le lendemain, ils ont pris la clé, l'ont scellée. L'enquêtrice m'a dit que Carter n'avait jamais mentionné cet appareil, ni ces images. Mais en partant, elle a ajouté « Ce genre d'homme garde toujours une copie quelque part. Même enfermé, il sait que les traces qu'il laisse suffisent à inquiéter. » Cette phrase m'a suivi toute la journée. Le soir, je suis rentré, j'ai serré ma fille dans mes bras plus fort que d'habitude. Ma femme a remarqué mon regard. « Encore quelque chose ? Rien d'important. » Ai-je menti. Je ne voulais plus que tout recommence. Les semaines suivantes, aucun nouvel incident. Le procès s'est ouvert discrètement. Il a plaidé coupable sur certains chefs d'accusation. 10 ans de prison, selon les journaux. Quand j'ai lu la nouvelle, je n'ai ressenti ni soulagement ni colère, juste un vide. Mais quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas de timbre, juste mon nom écrit à la main. À l'intérieur, une feuille blanche, et au centre, imprimée en gris clair presque invisible, une phrase. La lumière était encore allumée. J'ai regardé autour de moi, dans le salon, puis vers la fenêtre. Le jour tombait, et la lampe de la pièce renvoyait ma propre silhouette sur la vitre. Je n'ai rien dit à personne. J'ai simplement éteint la lumière, et dans le reflet noir de la fenêtre, j'ai vu mon visage disparaître. Les mois suivants ont passé sans incident. Notre fille a grandi, notre routine a pris le dessus. J'ai fini par accepter un nouveau poste, dans une autre société, à l'autre bout de l'État. Nous avons déménagé, encore. La maison était plus petite, plus simple. Il n'y avait qu'une route, quelques voisins tranquilles. Pas de caméra, pas d'objets connectés, juste le bruit du vent, les repas du soir et ce silence qui me paraissait presque étrange après tout ce que nous avions vécu. Ma femme allait mieux. Elle riait à nouveau. Parfois, elle me disait qu'elle voulait tout oublier. D'autres fois, qu'elle avait peur d'y penser trop peu, comme si le fait d'oublier pouvait le faire revenir. Moi, j'essayais de vivre normalement. Mais certaines nuits, quand la maison était calme, j'avais encore ce réflexe de vérifier si les rideaux étaient bien fermés. Un matin de mai, j'ai reçu un appel de la policière. Sa voix était plus légère que d'habitude. Le dossier est officiellement clos. Carter a été transféré dans un établissement fédéral. Ses serveurs ont été détruits. Alors c'est fini ? Ai-je demandé. Oui, pour vous c'est fini. Je l'ai remercié, et pour la première fois, j'ai vraiment eu envie d'y croire. On a fêté ça le soir même. Un dîner simple, rien d'extraordinaire. Ma femme a porté un de ses vieux pulls. Notre fille a ri toute la soirée. Il y avait une paix fragile, mais réelle. Plus tard, je me suis assis sur le perron, seul, pour respirer un peu. Le ciel était clair, les étoiles visibles, j'ai fermé les yeux. Puis j'ai entendu un léger clic, pas fort, pas menaçant. Juste ce petit bruit mécanique que fait un appareil photo quand on appuie sur le déclencheur. J'ai ouvert les yeux, cherché autour, rien. Peut-être un insecte ou un bruit de tuyauterie. Je suis rentré. Le lendemain, en sortant pour aller travailler, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse, pas de timbre. À l'intérieur, une seule photo. Moi, assis sur le perron, la veille au soir. Et au dos, cette phrase, écrite à la main. Cette fois, la lumière était éteinte. Je suis resté là, longtemps, sans bouger.
Puis j'ai déchiré la photo, calmement, morceau après morceau. Je ne l'ai pas montré à ma femme. J'ai juste glissé les fragments dans la poubelle, refermé le couvercle, et je suis parti travailler. Je n'ai plus jamais rien reçu après ça. Parfois, je me demande si cette dernière photo venait vraiment de lui, ou si quelqu'un d'autre voulait juste voir ma réaction, mais je ne cherche plus à savoir. Certains fantômes vivent seulement dans ce qu'on craint encore de comprendre, et moi, j'ai décidé de ne plus leur laisser de place.